Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Flexitarien, le podcast qui plonge dans l'histoire et les parcours d'individus qui ont surmonté des défis pour donner un nouveau sens à leur vie et ainsi contribuer à la transition vers des modèles de société durables. Bonjour Wafa. Bonjour Guillaume. Bonjour Jean. Bonjour à tous les deux, bienvenue chez Phoenix. On est ravis de faire cet épisode avec toi. Ouais. Pour te présenter peut-être rapidement, tu es cofondateur de la startup Phoenix. Tu as été aussi cofondateur, coprésident même du mouvement Impact France, je crois. Oui. Et voilà. Et donc l'idée de cet épisode aujourd'hui, c'est d'échanger sur ton parcours, de comprendre un petit peu plus les motivations et ce que tu as vécu sur ce parcours-là, et puis revenir aussi sur les difficultés que tu as pu surmonter, et puis comprendre un petit peu aussi comment tu vois les choses et le développement durable de manière générale. Voilà. Ok, l'agenda est très clair. Super. Alors peut-être pour commencer revenir sur ton parcours. Donc en fait toi tu as un parcours un peu d'excellence, donc grande école, premier stage dans la finance et puis premier job dans une banque d'affaires, donc on va dire un boulevard en quelque sorte. Et néanmoins en écoutant une de tes précédentes interventions, une des précédentes interviews, tu dis notamment que tu as eu le sentiment à un moment d'avoir vendu ton âme au diable pendant quelques années. Et ça, c'est une phrase qui nous a un petit peu interpellés. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et qu'est-ce qui a fait surtout que tu as accepté cette situation ? Alors, je sais pas, je me souviens d'avoir tenu ces propos, je les assume. Je vais pas non plus cracher dans la soupe. Donc effectivement, moi j'ai commencé par un parcours classique disons de privilégié, quoi. Donc une prépa, une grande école de commerce et après un tour à Sciences Po, et puis j'ai atterri en banque d'affaires. Donc en fusion-acquisition, dans ce qu'on appelle le M&A, au cœur d'une banque d'affaires américaine qui s'appelle Merrill Lynch et qui a été rachetée pendant la crise des subprimes par Bank of America. Donc si j'ai dit ça, c'est que c'est un secteur qui est quand même très caricatural ou emblématique du capitalisme des années 90-2000 dans toute sa splendeur. Et c'est très intense, c'est stratégique, c'est grisant, on est bien formé, on est bien traité, bien rémunéré. Mais moi, ce qui m'a fait dire cette phrase, c'est que je trouvais que ça manquait un peu de sens et que je mettais beaucoup d'intensité, beaucoup d'énergie et je faisais beaucoup de sacrifices perso sur ma vie familiale, amicale, sportive pour passer mes week-ends au bureau à grosso modo envisager des fusions entre groupes du CAC 40 ou des cessions d'actifs pour des grosses boîtes, et on passait beaucoup de temps sur les tableaux Excel, sur des rapports annuels PDF. Donc assez loin du business, assez loin de la réalité concrète des opérations d'une entreprise. On planait un peu sur des chiffres en plusieurs milliards. Et surtout déconnecté de la quête de sens que j'avais un peu au fond de moi, quoi. Donc j'ai vraiment... mis à part le côté stratégique, prestigieux et rémunérateur du métier, j'avais quand même un manque d'alignement avec ce que je voulais faire et la trace que je voulais laisser sur... Et bien justement par rapport à ça, est-ce qu'il y a quelque chose en particulier qui réveille en vous ce sentiment ce sentiment de manque d'alignement ? Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu pourrais partager ? Non, on pose souvent la question parce que ça ressemble un peu à une sorte de pétage de câble quand on quitte ce confort-là et ce train de vie et puis ça doit tout tracer pour créer une boîte de zéro dans un secteur en 2014 qui était beaucoup moins tendance et dans l'air du temps. Donc il y a peut-être quelque part un peu de ça, un peu de crise d'adolescence à retardement ou de crise de la quarantaine anticipée, mais en l'occurrence moi je l'ai pas vécu comme ça. Je pense que c'était plutôt une prise de conscience un peu glissante, rampante au fil des années, au fil des rendez-vous, au fil des meetings, dans des tours à la Défense où je me dis ou alors des nuits passées au bureau à manger des sushis et à finaliser des valorisations sur des boîtes que je comprenais à peine. Et est-ce que peut-être tu as un moment clé justement qui a provoqué le déclic, quelque chose Ouais, en fait, souvent c'est un métier, la banque d'affaires, c'est un peu comme le conseil en stratégie, où c'est un métier très exigeant, mais très formateur, où en général le deal c'est de se dire, je fais ça en sortie d'école pour 2-3 ans, pour me former, voir plein d'univers différents, plein d'industries différentes, et puis ensuite je ferai un choix. Et moi je sentais que je commençais pas à m'endormir, mais à m'habituer à un confort, et donc au départ je devais rester 2 ans, puis je suis resté 3 ans, puis 4, puis 5, puis 6, et à un moment je me suis réveillé en disant, ok, c'est possible. Alors il y a des éléments, il y a peut-être des éléments déclencheurs, il y a des souvenirs assez fous, quoi. Est-ce que tu pourrais nous en partager Je peux en partager. Je pense pas que je l'ai déjà partagé, donc ça donnera un peu de nouveauté. La première fois que je présentais à mes parents la personne qui est devenue ma femme,
Donc c'était à Paris et on avait organisé un théâtre. Et j'ai dû partir à l'entracte pour aller bosser. Et donc j'ai laissé ma femme en détresse avec mes parents pour aller dîner tout seul. Alors que c'est la première fois qu'elle est en rencontrée. un taxi G7 Club Affaires pour retourner Fissa au Trocadéro pour finaliser un... Ouais, t'en as pas voulu, visiblement. Non, mais bon, je me dis, quand on arrive là, je me dis, bon, à la limite, si j'étais chirurgien cardiaque et que j'allais sauver une vie, ok, mais faire tout ça pour juste aller finaliser un tableau Excel, tu dis, ok, c'est juste un délire qui a pas de sens, quoi. Donc voilà, c'est peut-être un élément qui m'a fait dire que il y avait trop d'exigences, trop de... Et c'est à ce moment-là que tu fais la bascule ou est-ce que ça te prend un peu de temps avant Non, ça d'aller m'a vers pris cette un peu de bascule? temps. Enfin, en tout cas, à partir de ce moment-là et ces quelques semaines qui ont suivi, je me suis dit, ok, c'est plus possible de faire ce métier-là, parce que c'est pas possible. C'est plus souhaitable et puis en plus, après, plus tu... Enfin, le piège, c'est que plus tu vieillis, plus tu grandis, plus tu t'installes dans un confort de vie où tu prends un emprunt immobilier, tu commences à t'habituer à un train de vie, etc. Et donc... il faut quand même avoir du courage après pour tout envoyer valser. Parce que c'est ça. Bon. Donc d'un côté, j'avais conscience de me dire, ok, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, parce que le jour où je commencerai à avoir peut-être un jour des enfants, etc., c'est encore plus compliqué de prendre ce genre de décision, un peu radicale. Donc voilà, je l'ai fait à ce moment-là. Donc c'est à quel âge? T'as quel âge? J'avais quand 30 ans. 30 ans, Ouais, ok. 30 ans. J'avais 30 ans quand j'ai dit... et c'était l'année de mon mariage. Et je me suis dit, allez, on repart à zéro. Donc ça a posé des questions dans l'entourage. Les parents, la famille, les copains de promo à l'ESSEC, les anciens collègues de banque d'affaires qui disaient, mais pourquoi tu fais ça? Certains comprenaient un peu le délire et voyaient peut-être le potentiel du projet derrière, mais beaucoup disaient, comprenaient pas où je voulais aller. Voilà. Et alors, justement, donc, tu décides avec, je crois, deux autres personnes au départ, au départ, de partir sur Phoenix. Ouais. Est-ce que quel était le chemin en fait pour arriver à se dire, parce que finalement, je crois que vous n'aviez pas du tout d'expérience dans le domaine ni de l'alimentaire, ni du retail, ni quoi que ce soit. Donc, comment vous avez pris conscience de l'urgence de cette thématique-là et pourquoi celle-ci? Alors au départ, on était 3, puis assez vite on a été plus que 2, à 50-50, mais il y avait comme une histoire de 3 au départ, et puis comme souvent il y a des erreurs de casting sur le parcours d'une start-up. Et donc l'étincelle de départ elle est assez loin de ce que est devenu Phoenix, puisque au départ l'intuition c'était plus du conso au conso, dans ce qu'on appelle le C2C. Et donc on se disait avec mon associé Baptiste, qu'est-ce qu'on peut faire des restes après quand on part en week-end, prolongé ou pas, et on se dit bah voilà, il me reste une demi-pizza, 2 yaourts qui vont périmer dans les 2 jours et des fruits et légumes au fond du bac à légumes qui sont en train de périr. Et on se disait c'est bête qu'il n'y ait pas en 2013-2014 une appli facile pour fluidifier tous les faire sauter tous les freins psychologiques et organisationnels à la générosité et à l'anti-gaspi. Et donc on se disait le use case de départ qu'on imaginait c'était salut la copro, ou salut l'assaut du coin, ou salut le SDF du quartier. Je pars pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 jours. J'ai quelque chose finis mon frigo, je te donne ça dans un petit paquet. Et donc on a testé ce truc-là, sur lequel il y avait pas mal de répondants médiatiques, écosystèmes et tout. Tout le monde aimait bien l'idée. En revanche, il n'y avait pas de modèle économique très clair. Il n'y avait pas beaucoup de traction aussi sur l'utilisation du produit. Et donc on s'est cassé les dents pendant quelques semaines, quelques mois là-dessus. On a failli arrêter. Et puis on a mis un dernier coup de pioche en se disant allez, en fait on va garder l'intuition de départ, mais on va faire ce qu'on appelle un pivot stratégique. Donc on garde l'intuition de départ qui est de dire le digital et la tech au service de l'anti-gaspi et de la solidarité. Mais par contre d'un modèle C2C, du conso au conso, on va passer vers un modèle B2B qui va connecter les magasins et les assos caritatives. Et peut-être qu'il y aura quelque chose, et c'est comme ça que ça a assez vite décollé. Mais c'est une intuition qui est venue en cours de route parce que vous avez discuté éventuellement avec une société, ou c'était purement ressenti? C'est une intuition qui est venue en cours de route en voyant que notre modèle initial pataugeait un peu, quoi. Et donc on s'est dit on a essayé de secouer un peu le cocotier en se disant comment on peut... c'est souvent ça l'entrepreneuriat, c'est souvent des itérations jusqu'à ce que hop, il y a un truc qui accroche et ça y est, ça décolle. Donc nous on était dans cette phase de cycle un peu où on tournait en rond. Et puis d'un moment, au détour d'un brainstorm et au détour d'une visite aussi dans un magasin et d'une discussion avec un prospect, je me rappelle assez bien, un directeur de magasin d'un Simply Market, qui est une marque qui a disparu, je crois, le groupe Auchan, qui nous a dit nous on a ces sujets-là, mais en magasin. Ils nous ont pas attendu pour inventer les pratiques de dons alimentaires, mais c'était pas très cadré, ni professionnel, ni encadré d'un point de vue juridique et technologique. Donc on a essayé de construire une appli simple qui soit une sorte de surcouche digitale sur la relation entre les magasins et les assos caritatives. Et donc c'est comme ça qu'on s'est lancé, quoi.
c'est pas l'innovation radicale, c'est ce qu'on appelle plutôt de l'innovation incrémentale. On a repéré une bonne pratique et on s'est dit on va l'optimiser, la dérouler et la rendre plus forte. Super. Et donc, désormais, Phoenix, c'est quand même une start-up, plus de 16 millions, plus que dans la start-up, désormais dans la scale-up, plus de 16 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus de 160 collaborateurs. Et puis, vous avez réussi cette équation entre l'entreprise sociale et solidaire et puis la rentabilité. Ce qui n'est pas du tout évident, ce qui était encore moins évident probablement à l'époque. Est-ce que c'était une vision que vous aviez dès le départ, en fait ? Ou est-ce que vous vous êtes dit à un moment, non mais on peut aller peut-être beaucoup plus loin et on peut allier tout ça alors pour le coup ça va paraître prétentieux ou visionnaire mais oui c'était la vision de départ hyper claire. C'est-à-dire que moi quand j'ai quitté mon métier précédent, comme tu l'as dit, je connaissais ni l'univers de l'alimentaire, ni celui de la grande distribution et encore moins celui en face de l'aide alimentaire, des ONG, des assos, parce que c'était pas mon univers quoi. Donc c'est aussi un enseignement pour ceux qui écoutent le podcast. On peut se lancer et réussir dans un univers où on a zéro track record, aucun réseau. Ça prend, quand on commence à monter en puissance dans sa carrière, en quelques mois, quelques semestres, on identifie les influenceurs, les personnes clés. On se fait un trou et une réputation dans un univers qu'on connaissait pas. On va revenir sur comment tu as fait ça. Mais tout ça pour dire que je sais même plus ce qu'on disait d'ailleurs, mais de la vision dès le départ. Ouais, non, mais pardon. Et donc tout ça pour dire que quand on a lancé Phoenix, on aurait pu créer une asso, une ONG, ou on aurait pu créer une boîte traditionnelle, une SAS. Et on s'est dit non, justement, on va pas créer une asso. On va essayer de montrer qu'il y a une voie médiane entre le monde capitaliste un peu caricatural et le monde des ONG désintéressés où l'argent est tabou, où la croissance c'est un gros mot. Et donc on avait cette vocation d'incarner une boîte qui marche sur deux jambes, une jambe rentabilité, croissance, ambition, création d'emplois, etc. Et puis une jambe impact social et environnemental. Et on voulait démontrer par l'exemple que non seulement c'était pas un rêve, mais qu'en plus ça pouvait fonctionner et grandir quoi. Parce que dans l'ESS à l'époque il y avait encore un peu cette relation à l'argent qui était pas hyper saine, ou en tout cas assez radicale. Une relation à la croissance aussi, à l'ambition qui était... Il y avait des exemples à l'époque justement de ESS qui étaient... Alors on n'a pas inventé le truc. Oui, c'était ma question. L'économie sociale et solidaire, c'est une grande famille qui va des mutuelles, donc notamment les assurances, la Maïf, etc., jusqu'aux coopératives, agricoles notamment, mais pas que. Et donc il y avait quelques exemples de grosses boîtes dans l'ESS. Les plus connus sont... plutôt dans l'insertion et le médico-social, le groupe SOS, qui est une sorte de conglomérat de boîtes de l'ESS. Il y a le groupe ARES, qui est dans l'insertion. Il y a les grosses assos, Emmaüs, Label Emmaüs sont des boîtes de l'ESS, enfin des structures de l'ESS. Il y avait quelques exemples aussi, plus de notre taille, des gens comme Microdon, qui font de l'arrondi sur salaire, sur ticket de caisse, des gens comme Ciel Bleu, qui font de l'accompagnement pour... les gestes pour le sport et les gestes de maintien en santé. Et il y avait Recyclivre qui fait un peu le Phoenix des bouquins d'occasion. Donc il y avait quelques boîtes inspirantes, mais pas une tonne quoi. Ça se comptait sur les doigts d'une main. Et donc voilà, on s'est mis dans cette roue-là. Et du coup, c'est en explorant un peu comment ces entreprises-là arrivent à faire un business model qui tend vers une rentabilité que vous êtes inspiré de ça, ou est-ce qu'il y avait d'autres éléments qui sont venus alimenter votre réflexion vers ce pivot-là ? On s'est inspiré de ça. On a vu qu'il y avait des modèles qui arrivaient à faire du chiffre d'affaires et de l'impact. Il n'y avait pas encore autant de financeurs de l'impact, de fonds d'impact investing, de fonds de capital risque dédiés au secteur green et RSE. Donc peut-être que là, c'est là où mon profil a joué, de dire j'ai un passé de banquier, je sais faire un bilan, un compte de résultat, lire un tableau de flux. Et donc peut-être notre décomplexé pour avoir l'ambition de à la fois pousser un peu les murs, lever des gros montants, avoir des grosses ambitions et être un peu dans le délire go big or go home quoi. Moi j'ai beaucoup de respect pour la culture du small is beautiful, qui est quand même encore assez en vogue et qui revient à la mode avec le retournement de marché. Mais on avait quand même dès le départ l'ambition de se dire le sujet qu'on porte, anti-gaspillage alimentaire, lutte contre la précarité alimentaire, solidarité, ça mérite, voire ça commande qu'on soit ambitieux, parce qu'il y a plein de gens qui sont dans la merde et il faut qu'on les aide. Donc c'est aussi pour ça qu'on avait cette volonté de faire un truc gros. C'est pas juste il y a une part d'ego évidemment, comme chez tous les fondateurs, mais pas que quoi. Pas que, il y a cette espèce de supplément d'âme de la mission qui fait que t'as pas de raison de t'auto-censurer, de faire un truc petit qui grandit petit bras sans lever de fonds, parce que voilà, on a voulu aller sur ce play.
C'est hyper intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est cette notion de vision que vous aviez dès le début, de se projeter sur un niveau de réussite que vous étiez fixé dès le début, en vous basant sur un besoin. Ce que tu dis, c'est l'impact est tellement énorme, il y a tellement de besoins qu'il faut être à la hauteur finalement de ce besoin. Puis nous, on a la chance d'avoir un modèle où il n'y a pas de contradiction, c'est-à-dire que plus on fait de chiffre d'affaires, plus on grossit. Plus on sauve de repas, qui est un peu notre North Star metric d'impact extra-financier. Et donc, il n'y a pas de contradiction. Plus on grossit, plus on a d'impact, plus on redistribue des repas et tout le monde est content. Donc, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas un gros acteur costaud, crédible et une vraie alternative à un Suez, un Veolia, un Paprec qui pèse des milliards d'euros dans le traitement des déchets à l'ancienne. Ok. Et peut-être pour revenir justement sur finalement la mission de Phoenix qui est quand même très forte, sur l'envie que vous en aviez au début, est-ce que c'est né de tes propres valeurs, tu penses, ou finalement c'est quelque chose aussi qui est venu en cours de chemin et tes valeurs personnelles se sont un petit peu aussi alignées sur les valeurs de l'entreprise? Comment tout ça interagit en quelque sorte? Ouais, c'est pas une question facile. Il faudrait que je fasse une psychanalyse pour en savoir d'où ça vient. On est là pour ça en fait. Ouais, c'est bien. C'est souvent ça les podcasts. Non, mais en vrai, je viens d'un milieu où il y a peut-être un substrat un peu judéo-chrétien sur les valeurs de solidarité, charité et tout, que je peux pas nier, même si je suis pas quelqu'un de pratiquant. J'ai été quand même élevé dans cet univers-là. Je pense qu'il y a un truc aussi qui vient peut-être plus de lecture, de la philo, d'une forme de sagesse que j'essaie d'avoir. Je sais pas si c'est réussi, mais en tout cas en se disant c'est quoi une vie réussie, c'est quoi prendre de recul par rapport aussi à l'argent, à la réussite. Tu vois, je sais pas, des philosophes grecs, du stoïcisme ou je pense qu'il y a ça. En tout cas, j'en ai bouffé beaucoup, donc je pense que ça a joué indirectement. Et puis dans la quête de sens, il y a un côté il y a un côté ambitieux aussi. C'est l'avantage d'avoir une vie complète, achevée, réussie, épanouie. Parce que finalement, cette quête de sens, tout le monde l'a en permanence. Mais qu'est-ce qui fait qu'à un moment, justement, tu t'es dit, c'est la quête de sens finalement qui va prendre le pas sur plutôt le fait d'aller... Ouais, alors ok, ça t'as raison, c'est une bonne question. C'est peut-être le fait que j'ai été très vite dans une zone de... Enfin, pas dans une zone de confort, parce que le métier est exigeant, mais j'ai été assez vite dans un univers où j'ai eu la chance d'être bien payé, bien rémunéré, et donc j'ai vu ce que ça m'apportait de gagner de l'argent. Je dis pas que j'étais pas trader non plus à Londres, je gagnais pas des millions, faut pas je suis pas en train de mentir mais bon, on gagne bien sa vie quand on est en banque d'affaires à Paris en 2008-2007, c'est clair. Et donc je me suis dit, est-ce que ça me rend plus heureux de gagner plusieurs centaines de milliers d'euros par an? Oui, non. Est-ce que mon bonus à la fin de l'année me rend plus heureux? Est-ce que j'ai envie d'avoir 2, 3, 4 appartes en location dans Paris? Non. Est-ce que j'ai envie d'avoir une grosse voiture? Non plus. Est-ce que j'ai envie d'acheter une résidence secondaire? Pas forcément. Enfin, l'usage m'intéresse plus que la possession. Donc voilà, peut-être ce rapport à l'argent assez dépassionné en disant c'est pas ça qui va me rendre heureux, et il y a un niveau de richesse au-delà duquel le reste c'est superflu. Après, par contre, ce qui m'a fait vachement progresser sur la route de Phoenix depuis 10 ans, c'est que oui, j'avais cette volonté de quête de sens et cette volonté de contribuer à make the world a better place, et j'avais ces rapports un peu dépassionnés à l'argent. Par contre, ce que j'avais pas et ce que j'ai construit en cours de route, c'est plus des convictions après écologiques, sociales, pas militantes, mais après presque, je pense que j'ai évolué aussi politiquement au fil de l'eau, quoi. Je peux pas dire que j'étais pas quelqu'un qui était engagé dans les assos depuis 18 ans, qui allait faire des maraudes le soir à minuit, etc. Qui était non plus, j'avais pas un mode de vie zéro déchet, zéro emballage, anti-gaspillage, ça serait mentir que de dire ça. Par contre, au contact de gens qui viennent chez Phoenix pour ça, j'ai beaucoup progressé et je me suis beaucoup plus engagé. Donc voilà, il y a quelque chose qui vient de transmission de valeurs familiales, il y a quelque chose qui vient plutôt de la formation, des lectures, de la prépa et tout, quelque chose qui vient de la banque d'affaires sur le rapport à l'argent, et puis il y a quelque chose que j'ai construit au rapport au contact des Phéniciens et des assos caritatives, où en fait on prend la mesure du bazar que c'est sur le terrain, quoi. Et donc de l'intérêt qu'on a et de l'impact qu'on a. Ce qui est hyper intéressant, je trouve, c'est ce côté-là de j'ai des valeurs qui viennent de mon éducation, etc. À côté de ça, j'ai des compétences que j'ai acquis dans ce milieu de banque d'affaires, etc., que je peux mettre à profit de cause. Par contre, le côté engagement écologique, ce qu'on comprend, c'est que ça vient vraiment en cours de route et ça a été développé en cours de route. Et par les enfants c'est aussi, hyper intéressant. quand tu as des enfants, tu te rends compte que
Ça Je suis fier maintenant, avec le recul, je me dis, je serais d'autant plus fier d'avoir fait ce que j'ai fait et de leur raconter que j'ai contribué à leur laisser un monde un peu moins pourri, même si c'est à petite échelle. Ça va quand même dans la bonne direction. En tout cas, ça va un peu moins vite dans le mur que la plupart des business. Okay. Alors, je te propose de revenir un petit pas en arrière. Et du coup, si on doit se repositionner au moment du démarrage de Phoenix, comme on a dit tout à l'heure, tu venais pas spécialement de ce milieu-là. Tu n'avais, j'imagine, pas de contact dans le milieu de l'associatif, dans le milieu du retail, etc. Comment est-ce que ces débuts-là se font, malgré le fait que vous démarrez dans un milieu où vous n'avez pas forcément... qui est nouveau pour vous, vous n'avez peut-être pas de connaissances, etc. Quels sont les premiers défis auxquels vous avez dû faire face ? Moi, ce qu'on a assez vite compris, c'est qu'il fallait, et c'est un conseil que je donne à tous les entrepreneurs ou wannabe entrepreneurs, c'est qu'il fallait concentrer tous nos efforts sur un test réussi, ce qu'on appelle un POC, Proof of Concept, une preuve de concept. Et on s'est dit, là, on peut avoir les plus belles slides du monde, le meilleur discours du monde sur comment l'anti-gaspi coche toutes les cases en termes social, environnemental, économique. Tant qu'on n'a pas un use case sur un magasin qui dit avant tel magasin jetait tant de tonnes de nourriture par mois et ça lui coûtait tant, et maintenant avec Phoenix voilà ce qu'il redistribue et voilà ce qu'il a sauvé en économie, on sera moins puissant. Et ça c'est un truc que je tiens de pas mal d'échanges avec des entrepreneurs et notamment avec la fondatrice de Litchi qui s'appelle Céline Lazare, qui m'avait dit moi tout a changé le jour où j'ai réussi à mettre en ligne une cagnotte et où j'ai pu montrer qu'en fait c'était pas seulement des slides mais qu'une cagnotte c'était en moyenne tant de participants, panier moyen tant de commissions. Donc nous on s'est dit ok, pour commencer, pour amorcer la pompe, il faut que pendant 3 mois tous nos efforts soient drivés sur on chope un premier magasin qui va s'engager avec nous et on fait en sorte qu'il y ait une vraie photo avant-après qui soit noir et blanc et qui soit... Donc c'est comme ça qu'on a fait nos preuves. On a commencé avec un Leclerc, un magasin Leclerc. Parce que c'est un réseau d'indépendants en fait. Leclerc, ce sont des magasins qui sont gérés par des adhérents qui partagent une marque et une centrale d'achat, mais qui sont des petites boutiques, enfin des grosses boutiques d'ailleurs. Donc ils décident eux-mêmes. Et donc on a chopé ce magasin à Rueil-Malmaison et il nous a fait confiance plutôt sur du fit humain et sur la volonté de faire confiance à 2 petits jeunes qui avaient la niaque. Et puis avec des poubelles qui débordaient. Donc on a dit voilà, on va mettre en place un programme anti-gaspi zéro déchet et vous allez voir ce que ça va donner. Et si ça marche, on vous demande de devenir notre ambassadeur en com interne chez Leclerc et en com externe. Et c'est ça qui a bien marché, quoi. Une fois que tu as un gros magasin vitrine avec un directeur, une directrice ou un adhérente qui est sponsor et qui dit franchement c'est le jour et la nuit et allez-y. Derrière, le bouche-oreille est assez puissant. Et puis après, nous on a surfé sur 3 autres choses qui nous ont beaucoup aidés. La com, le lobbying, influence politique et les consommateurs. Je sais pas si on y reviendra, mais du coup, comment souvent le premier c'est le plus difficile à aller obtenir. Une fois que c'est fait, le bouche à oreille fonctionne comme tu viens de dire. Mais comment vous avez réussi à ouvrir la porte et à avoir ce premier client justement ? Avec un discours 100% axé sur l'économique. On a beau raconter qu'on sauve des repas, etc. La bonne façon de parler à un prospect, à un client, en tout cas dans la grande distribution, qui est notre secteur historique et qui est toujours le gros du contributeur au chiffre d'affaires chez Phoenix, la bonne approche était un tableau Excel en disant regardez monsieur le directeur, aujourd'hui sur l'année écoulée vous avez jeté tant de produits par jour et par rayon, ça vous a coûté, vous avez perdu tant en chiffre d'affaires, ça vous a coûté tant en traitement des déchets, et avec Phoenix on va transformer ce centre de coûts en centre de profit. Et on va réduire les coûts de destruction des déchets parce qu'il y aura un effet vase communicant, parce qu'on va valoriser les produits qui étaient jetés auparavant. Et on va récupérer de les chiffres d'affaires en vendant les produits à prix cassé, ou on va récupérer une réduction d'impôt lorsque ça sera donné à une asso. Et donc ce discours économique, ce discours de... on n'était pas des ayatollahs ou des militants qui venaient dire il faut vider les poubelles, c'est scandaleux, on était plutôt constructif et orienté business, compte de résultats, et EBITDA, résultat net. Mais finalement, évidemment tout le monde fait un fichier Excel au départ, mais comment concrètement tu as réussi à leur faire comprendre quelle était la solution ? Est-ce que vous aviez déjà l'application à l'époque, ou est-ce que finalement ça s'est fait de manière... vous avez pris vous avez fait comme si ça existait, quoi. On disait aux investisseurs qu'on avait une plateforme, mais la réalité c'est que c'était... conceptionnel. C'était des écrans sur PowerPoint et du discours. Et puis en fait, au départ, quand on a chopé nos premiers clients, donc le métier de Phoenix, au moins pendant 4-5 ans, c'était... faire en sorte que les palettes d'invendus qui partent de chez Leclerc ou de chez Rungis finissent non plus à la poubelle ou dans un centre d'incinération, mais directement chez Restos du Cœur, la Croix-Rouge, la Banque Alimentaire, le Secours Islamique ou le Secours Populaire.
Et ça se fait pas avec un login de mot de passe et 3 lignes de code, ça se fait avec des gens qui appellent des assos, qui font en sorte qu'il y ait de la logistique, que les camions passent à bon moment, etc. Donc nous on marketait pas mal une plateforme web qui était une sorte de vente privée du don alimentaire où en 3 clics les produits étaient donnés. Et ça, c'est devenu ça au fil de l'eau. Mais au départ cette plateforme web c'était nous et des stagiaires qui prenions les commandes côté Rungis en disant notre client nous appelait en disant j'ai 10 palettes de mangue, 3 palettes d'ananas et 5 palettes de kiwis, je ferme dans une demi-heure, il faut que ça parte, il faut que ça dégage. Et nous on faisait un trading desk pour un vendu et donc les juniors appelaient 10, 15, 20, 50 assos jusqu'à ce que tout le lot soit écoulé. Ouais. Et on dispatchait 2 palettes chez les Restos du Cœur, une palette chez le Secours Populaire, une palette chez les banques alimentaires, avec un petit carnet de commandes et le nom des chauffeurs qui passaient. Et ça, c'était la bonne chose pour démarrer, quoi. Et on a plateformisé ça le jour où l'offre est montée en puissance et la demande aussi, et on pouvait plus gérer au téléphone, il fallait qu'on branche ça sur un outil. Mais au départ, l'outil c'était que du storytelling et ça aurait été même une connerie de développer trop vite, trop tôt. Et si on doit revenir sur le parcours, est-ce qu'il y a d'autres défis, d'autres challenges parce que ça reste quand même un changement de chemin, de carrière. On sort d'un confort vers le quotidien d'un entrepreneur où on doit se battre pour le premier client, etc. Quels défis, est-ce qu'il y a des défis en particulier, 1 ou 2 défis qui te reviennent en tête et comment tu les as surmontés ceux-là? Alors des défis, on a des milliards, ça, c'est sûr. On est dans l'ascenseur émotionnel. L'ascenseur émotionnel où on pense qu'on va cartonner, non, en fait on va mourir. Et puis en fait 3 bonnes nouvelles, 2 mauvaises nouvelles et ça change tous les jours, mais c'est ça qui fait l'intérêt du job. Je trouve que les défis les plus durs, conquérir des clients c'est toujours compliqué, donc les défis commerciaux, les déceptions, tu crois que c'est signé et puis en fait non, bref, ça c'est une chose, mais je pense que le plus dur moi de très loin ça a été les défis RH. Pas tellement pour recruter et fidéliser des talents, parce que c'est là que l'impact aide beaucoup, c'est un peu le unfair advantage. Mais quand on a une marque et surtout une mission forte, on a une CV Tech nous, qui déborde, donc on n'a pas de problème de recrutement. Par contre, ce qui a été compliqué, c'est... En général, dans l'entrepreneuriat, on dit qu'il y a un peu 3 séquences, quoi. La phase de start, la phase de build et la phase de run. Le start, c'est quand tu passes de 0 à 1, tu dois tout construire, la marque, le produit, l'équipe, les premiers prototypes, les premiers clients. Et ça, c'est une typologie de compétences spécifiques, qui sont plutôt des couteaux suisses. Les premiers employés savent un peu tout faire, ils touchent un peu à tout. Et t'es en famille dans un garage, et voilà, c'est une vie nuit et jour où tu manges du phoenix. Et après quand tu commences à construire la phase de build, notamment après les premières levées de fonds, où là tu commences à faire des fiches de poste, des organigrammes, des grilles de salaire, des entretiens annuels, bref, tout ce que tu avais fui dans les grands groupes, mais tu peux reconstruire. Ça c'est d'autres profils, et encore après pour la phase de run où la boîte est en pilotage automatique avec des petits ajustements, c'est encore d'autres managers. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui étaient très bien pour la phase de 0 à 1, qui sont pas adaptés pour la phase de 1 à 10, qui eux-mêmes seront pas ceux qui te feront passer de 10 à 100 millions. Et donc une partie du job qui est ingrat chez les cofondateurs et chez les CEO, c'est de savoir dire ciao à des gens, de les débrancher proprement en disant c'était trop bien, t'as fait hyper bien la phase de 0 à 1, mais maintenant pour faire le scale à l'international ou pour lancer l'appli B2C ou pour faire du marketing à grande échelle, il faut qu'on aille chercher tel talent qu'il a déjà fait 3 fois, qui sait le faire, ça coûte 120 000 euros, mais et voilà. Et donc ce truc là de dire au revoir à des gens qui ont tout donné pour la boîte pendant 4-5 ans, qui n'ont pas démérité, mais à qui tu viens mettre une couche au-dessus, c'est pas simple, quoi. Et pourtant il faut le faire, c'est l'intérêt supérieur de la boîte dit qu'il faut faire ça. Pour qu'au final continue à grandir, il faut faire ça, mais il y a de l'humain derrière, il y a des souvenirs, il y a des relations, donc ça c'est... Comment tu gères cette frustration justement? C'est un peu comme dans un club de foot, quoi, quand tu remontes, t'as été relégué en national et puis tu montes en Ligue 2 et les gars du centre de formation ils font plus le job pour passer en Ligue 1 et puis après t'es en Ligue des Champions, il faut aller chercher les meilleurs, donc c'est ingrat, mais tout le monde a contribué à son niveau, à son truc. Et la question... La frustration, comment tu la gères? Les équipes. Elle est dure à gérer, franchement, elle est dure à gérer. Déjà parce que c'est des moments humains qui sont pas simples. Même si on essaie de les faire le plus élégamment possible et avec tact et respect, c'est jamais cool pour quelqu'un d'apprendre que l'aventure s'arrête ou qu'on branche un manager au-dessus de lui et que du coup ses perspectives sont bouchées. C'est jamais chouette. Après on le fait proprement, on essaie de se projeter vers l'avenir en disant maintenant on va apprendre plein de choses avec ces nouveaux managers expérimentés qui viennent avec plus de bouteilles et qui vont faire grandir la boîte. C'est comme satisfaisant pour un entrepreneur de se dire que tu es bien entouré
et que tu tiens plus la boîte à bout de bras, mais que tu as des gens meilleurs que toi sur toutes les verticales autour de toi, tu as un super CFO, une super CMO, une super sales, et t'apprends quoi. Donc ouais, il faut regarder vers l'avant, faut se projeter, et il faut le vivre comme des séquences. Même si t'es toujours nostalgique, en tout cas moi je suis toujours nostalgique de la phase du tout début où t'étais avec la colonne vertébrale de Phoenix, avec les dinosaures, comme on les appelle chez nous. Qu'est-ce que tu les gens qui étaient un peu l'essence de la culture, ceux qui étaient là au tout début, qui sont devenus des super amis, des copains. C'est ça, c'est la culture en fait, qui manque, qu'on a au début et qu'on peut-être on perd en cours de route. Bah après c'est le job des fondateurs de la préserver, quoi. Malgré fondateurs et équipe RH, de formaliser une culture, parce qu'au début il est plutôt informel, après de la formaliser et de la préserver et de faire en sorte que la greffe, que les talents que tu viens chercher à l'extérieur, à la fois il faut grandir la boîte, ils apportent plus peut-être de sérieux, de cadre, de formalisme et tout, mais sans non plus casser la culture, sinon si tu casses la culture, tu mets tout à risque. Et du coup, si, tu as dit tout à l'heure qu'un événement qui t'a fait commencer à réfléchir à quitter ce milieu bancaire, etc., c'était le moment où tu n'as pas pu être là pour cette rencontre, pour revenir bosser. Et aujourd'hui, si on revient, donc il y a une notion quand même d'équilibre entre la vie perso, la vie pro, d'harmonie dans tout ça. Quand on démarre une aventure entrepreneuriale et qu'on fait passer Phoenix de zéro au succès que c'est aujourd'hui, j'imagine qu'on en laisse un peu de sa personne. Comment tu fais pour maintenir un peu cet équilibre-là entre tous les écosystèmes de ta vie ? C'est sûr que j'ai quitté un truc intense pour quelque chose qui était encore plus intense. Et je pense que j'ai bossé encore plus en tant que cofondateur pendant, un peu moins jusqu'à aujourd'hui, mais pendant au moins 8 ans, ça c'est sûr. Mais tu le fais pour, déjà c'est ta boîte, t'as pas de boss, tu le fais, tu sais pourquoi tu le fais, notamment la mission qui aide aussi à faire l'extra mile, en l'occurrence chez Phoenix. T'as l'énergie des gens, tu travailles avec les gens que t'as choisis. Tu vois, donc ça c'est moi en tout, je pense, en turnover, on a recruté peut-être 600 personnes, quoi. Et c'est que des gens avec les allers-retours et les stagiaires et tout. Mais c'est des gens que tu as choisis, que tu as vus, et donc ça donne de l'énergie, quoi. Et après, le dernier truc, c'est que tu peux quand même plus t'organiser sur ton emploi du temps. Tu subis moins. Il y a toujours un peu la dictature du client, la dictature des fonds d'investissement, du board et tout, mais bon, quand tu es chez toi, c'est ta boîte, tu peux dire, bah là, je vais pas bosser de 18h à 20h parce que je fais la sortie d'école, le dîner, etc. Et puis je m'y remettrai plus tard s'il faut. Donc t'es quand même plus maître de ton destin. Et du coup, cet engagement au sein de Phoenix, parce qu'on a entendu que tout l'aspect engagement écologique, etc., tu l'avais pas spécialement avant. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui ont impacté ta vision des choses, de la vie, ta façon de gérer ton quotidien peut-être ou autre, qui te viennent de ton engagement au sein de Phoenix ou au mouvement Impact France ou autre ? Alors, il y a d'autres choses. Je pensais jamais que Phoenix serait un succès à ce point-là. Enfin, je savais qu'il y avait du potentiel, je savais qu'on a une bonne intuition, on sentait qu'on était sur les sujets de demain, mais je pensais pas qu'un jour on serait en mesure de créer 200 emplois. Et je pensais pas encore un cran plus loin, je pensais pas que moi, à titre perso, je serais légitime et crédible pour gérer une équipe de 200 personnes, quoi. Je me disais, bon, peut-être que je ferais le job pour jusqu'à 50, 100, mais qu'à un moment où je serais à un plafond de compétences et que soit l'équipe me lèverait la main, soit les fonds d'investissement, au fil des tours, me dire ok, bah super, tu nous as amené jusqu'ici, maintenant tu restes actionnaire, mais tu passes. Et en fait, c'est un peu la prophétie autoréalisatrice, quoi. Plus tu grossis, plus tu prends confiance en toi, plus tu prends l'envergure du costume qu'on te donne et tu gagnes en confiance. Donc ça, c'est un bon enseignement quand même. Je pensais pas que j'avais l'âme d'un manager né ou d'un leader. Je savais que j'avais de l'énergie et un côté un peu poisson pilote, mais je pensais pas que j'aurais. C'est hyper intéressant ça. Ouais, l'étoffe pour emmener 200 personnes tous les jours au quotidien, motivées et tout. Et bah, même chose sur le côté communication et Mouvement Impact France, le côté inspiration ou leadership, de créer une voix et d'incarner. C'est pas quelque chose qui était naturel chez moi, de prendre la parole, de faire du personal branding, de marketer, d'être visible et tout. C'était pas quelque chose qui était intuitif ni dans mon éducation ni dans ma personnalité. Mais c'est quelque chose que tu as travaillé qu'on a travaillé, qu'on a construit, et pareil, au fur et à mesure tu vois que ça fonctionne et on l'a fait aussi, moi je l'ai fait aussi un petit peu
par le jeu de la concurrence. On avait un ou deux concurrents qui prenaient pas mal d'espace médiatique, qui nous ont forcé. Et donc, pour exister, il faut aussi incarner la boîte, il faut prendre la place dans les médias, il faut occuper l'espace. Et donc, mon équipe m'a dit, vas-y, il faut aussi qu'on stand out et qu'on ait des choses à raconter et qu'on soit visible. Donc je m'y suis collé, quoi. Je suis allé au combat et c'était très bien. C'est hyper intéressant ça pour tous nos auditeurs qui se disent peut-être la même chose. J'ai pas l'étoffe d'un leader ou j'ai pas l'étoffe d'un bon communicant qui porterait une brand. On le devient. On a un exemple vivant de ça et ça c'est hyper intéressant pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors justement, j'aimerais qu'on revienne sur un point que tu as abordé tout à l'heure, qui était finalement on a aussi utilisé le lobbying et ça fait partie de l'expérience qui a contribué au succès de MyPhoenix. De Phoenix, pardon. Phoenix, moi c'est MyPhoenix, c'est bon. Juste révélateur. Je vous souhaite un beau succès aussi. Espérons. En fait, moi ce qui m'interroge aussi, c'est, et là si on ouvre un petit peu le scope, comment est-ce que tu perçois la nécessité, que ce soit pour les sociétés, mais aussi pour le législateur ou les individus, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui ? On fait face à beaucoup de challenges, que ce soit environnementaux, sociaux ou autres. Quelle est pour toi la dimension la plus importante parmi ces trois-là et celle sur laquelle tu penses qu'il y a le plus d'efforts à faire peut-être ? Entre quoi Entre les actions individuelles qui vont faire changer les choses, les actions des sociétés ou privées, et puis le législateur aussi qui a son mot à dire d'une certaine façon. Moi si je me suis engagé au mouvement Impact France pendant 3 ans en tant que coprésident, c'est que je pense que le salut peut venir des entreprises et doit venir des entreprises. Parce que moi je pense que c'est là que j'étais le plus utile, quoi. La politique, j'y ai pensé, on y a pensé pour moi et tout, mais je sais pas, il y a quelque chose qui me frustre encore trop et on l'a vécu chez Phoenix, je pourrais y revenir sur ce qu'on a réussi à mettre en place et puis aussi les limites il y a la loi, son esprit et puis l'application concrète sur le terrain et parfois il y a une grosse déconnexion entre les deux. Peut-être tu peux revenir un mot. Donc ça on l'a vécu. Nous on s'est lancé en 2014, à une époque où le gaspillage alimentaire n'était pas encore un hot topic dans l'air du temps. Et donc on a contribué à faire ce qu'on appelle de l'évangélisation. Donc pendant 2-3 ans, on a été ce qu'on appelle market maker, first mover, quoi. En gros, on a essayé d'ouvrir la voie sur un sujet qui était pas encore en haut des agendas stratégiques et politiques. Et à force de réseauter, de mettre le sujet sur la table, pas tout seul, mais avec un collectif d'acteurs, on a réussi à faire sortir cette loi qui s'appelle la loi Garot de 2016, qui interdit le gaspillage dans les surfaces de vente de 400 mètres carrés et plus. C'est un député PS qui s'appelle Guillaume Garot qui a créé ça, qui a été voté à l'unanimité, Assemblée et Sénat. Mais elle a été votée en 2016 et elle est sortie en 2017, application en 2017. Donc 3-4 ans après la création de Phoenix déjà. Et donc 3-4 ans c'est long, quoi. On a le temps de mourir, on a le temps de mourir 4 fois. Et en plus quand c'est sorti on s'est dit trop bien, tout le monde nous a dit ça va vous porter, vous êtes partis sur Mars. Vos services deviennent obligatoires, les magasins ne peuvent plus détruire, javeliser, incinérer de la nourriture. Et en fait, il y a un tel décalage entre la loi et son application dans les magasins. Il y a très peu d'amendes, il y a très peu de contrôle. Que d'un côté, c'est chouette, ça a mis un gros coup de projecteur politique, médiatique, sociétal sur le sujet. Mais concrètement, ça n'a pas fait faire x10 à Phoenix en chiffre d'affaires, quoi. Ah oui, parce que ça change le business model finalement. Suite à cette loi-là, vous pourriez facturer vos services aux grandes surfaces. En tout cas, ça devient une obligation légale. Donc, mais il y a eu. Donc d'un côté, c'était hyper positif, et en même temps, il y a une frustration sur le fait que il n'y a pas trop de peur du gendarme, il n'y a pas trop de. Donc tout ça pour dire que le politique c'est cool parce que ça crée les conditions du succès. Mais si une initiative entrepreneuriale ou individuelle ne s'en empare pas, ça peut rester juste un texte de loi qui dort dans un bureau et que personne ne regarde et que personne n'applique. Donc c'est le mix des deux, je trouve. C'est créer les conditions du succès dans le cadre réglementaire et après s'en emparer pour dire, pour s'assurer que c'est bien appliqué concrètement. Sinon ça fait vite pchit. Ok. Et alors justement le succès finalement de Phoenix, c'est d'avoir réussi à créer une sorte d'écosystème entre les associations, les sociétés, les usagers et les industriels. Et comment est-ce qu'on crée ça ? Comment est-ce que vous avez réussi à fédérer ça ? Et surtout, est-ce que c'est pas un exemple aujourd'hui de ce qu'il faudrait faire pour avancer sur pas mal de sujets ? Enfin, comment est-ce que tu vois les choses ? Si, c'est une bonne vision de ce qu'on a essayé de faire. De créer une marque un peu transverse, c'est ce qui fait la richesse de Phoenix et puis de mon job en particulier, quoi. C'est que
Le matin, on va être chez Carrefour pour discuter d'un plan de réduction des déchets, du gaspillage et des coûts dans les magasins. L'après-midi, on va à la mairie de Paris pour voir comment on peut vider les poubelles des commerçants du 15e arrondissement. Et entre midi et 2, on a déjeuné avec le respo logistique des Restos du Cœur qui dit qu'il tire la langue et qu'il n'arrive plus à trouver des approvisionnements. Donc, et c'est cette capacité à parler un peu tous les langages et à faire se rencontrer les uns les autres qui fait la richesse de Phoenix. Et puis entre-temps, on est sur l'application avec les users en direct. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire. Donc ça, déjà, faire parler des univers qui se parlaient pas trop. Le monde de la grande distribution, le monde des assos, le monde politique et les consos. C'était compliqué parce que du coup, il faut avoir un double langage, à la fois B2B, à la fois institutionnel, un peu formel, et puis à la fois grand public, en communication social média, un peu cool, jeune, tendance. Mais ça fait partie de... Donc parfois, c'est pas simple d'avoir ce double discours de marque, mais c'était chouette comme défi. Et après, je pense que l'autre truc qu'on a réussi collectivement, et je le dis souvent, mais je vais le redire ici, c'est qu'on a réussi à renverser la perception sur le gaspillage, les déchets, les invendus, les produits en fin de vie. Et ça, on l'a pas fait tout seul, hein. Ça serait trop facile de dire que c'est Phoenix qui a tout fait. On a fait une partie du job, mais on a été aidé par nos concurrents, que je peux citer, elle est Too Good To Go sur l'alimentaire, mais aussi des gens comme Vinted dans le Bon Coin, ou Back Market dans l'électronique, toutes ces marques de seconde main qui ont rendu l'occasion, le réemploi un peu cool, sexy, tendance, et c'est devenu une fierté, quoi. C'est plus un achat radin, opportuniste, c'est devenu vraiment une tendance de société de dire on n'achète plus rien de neuf et on fait que de la récup et tout. Et donc ça, c'était important pour que ça décolle, de rendre le sujet un peu plus bankable, désirable, sexy, et d'en faire un truc à ton avis, qu'est-ce qui a fait la différence? Qu'est-ce qui a fait que cette envie consommation est arrivée? Oui, il y a plusieurs offres, mais est-ce qu'il y a une recette secrète, peut-être que chez Phoenix, qui a fait, parce qu'aujourd'hui tout le monde va acheter sur Too Good To Go ou chez Phoenix, mais est-ce qu'il y a un secret qui a fait que ça a décollé à un moment, cette culture chez le consommateur? Peut-être ce qu'on appelle le tone of voice, le discours, la façon dont on s'exprime, de façon assez transparente et pas très formelle et très sincère, quoi. Et après, je dirais, on a été aidé par le fait qu'on a avec nous des marques iconiques. Quand tu vois sur l'application des La Vie Claire, des Truffaut, des Franprix, des Michel et Augustin. Voilà, ça, assez vite, c'est des marques qui portent, et quand ils prennent la parole avec nous, ça pèse plus lourd, quoi. Si c'est juste Phoenix et nos 5 millions d'utilisateurs qui prennent la parole, c'est moins fort. Quand c'est Phoenix et Franprix, ou Too Good To Go et Carrefour, voilà, ça pèse plus lourd, quoi. Tu touches directement des centaines, voire des millions de personnes, et ça crédibilise le discours. Donc ça, nous, on a joué sur ça, sur les marques qui nous faisaient confiance, pour prendre la parole à plusieurs et passer les bons messages. Et ça, c'est intéressant pour finalement n'importe quelle société qui voudrait faire bouger les choses, c'est qu'à un moment, il faut aussi sortir de son périmètre et se dire peut-être, il faut s'associer à d'autres personnes pour avancer, quoi. Y compris parfois à des concurrents, pour faire avancer une cause commune. T'avances plus vite en coalition que tout seul. Justement, c'est assez... moi, ça m'avait frappé de voir que Phoenix... il parle et il fait parler aussi de ses concurrents. Là où dans d'autres modèles, on va avoir peut-être tendance à être un peu protectionniste de son business model, etc. Qu'est-ce qui fait que toi, j'ai l'impression assez tôt, t'étais plutôt dans la collaboration, même avec ce qu'on pouvait percevoir comme de la concurrence? Ça vient d'où? Bon, alors la réponse bullshit, c'est collaboration is the new competition. La vérité, la vérité, c'est que la vérité, c'est que même dans l'impact et même quand on lutte contre le gaspillage, on est en concurrence directe ou indirecte, parfois frontale, et que on se bat pour les mêmes budgets, chez les mêmes clients, sur les mêmes volumes d'invendus, et que parfois il y a même des questions de vases communicants, ce qui part dans des paniers anti-gaspille n'est plus disponible pour l'aide alimentaire, et ainsi de suite. Donc il y a quand même de la concurrence, mais avec de la bienveillance, quoi. Concurrence, mais pas de coups bas. On va pas débaucher des clients, on va pas casser les prix, on va pas se choper des talents, des ressources, faire du débauchage de commerciaux, trucs comme ça. Ça on fait pas. Pas d'espionnage industriel non plus. Peut-être qu'un truc qui nous inspire, c'est la relation aussi qu'ont nos clients, quoi. Dans la distribution, ils se tapent dessus, mais ils se rendent hommage aussi. Tu vois, les Carrefour, les casinos, les Intermarchés, les Leclerc, les Super U, ils prennent la parole dans les médias, ils se citent les uns les autres, ils se comparent entre eux de façon assez ouverte. Donc nous, c'est un peu pareil. Je pense qu'on a cette relation de concurrence saine et de respect mutuel pour ce que chacun a fait.
Ok. Et alors pour revenir là cette fois-ci plus sur les initiatives individuelles cette fois-ci, toi tu as un parcours un petit peu particulier où finalement tu as un changement, mais peut-être beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent pourquoi, enfin qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse pour mettre en lien ma carrière professionnelle et mes valeurs. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à un jeune qui se projette dans une vie professionnelle, par où démarrer, quelqu'un qui voudrait s'engager? Alors déjà, je lui dis go, fonce, fonce Marcel, parce que tu te trompes pas. Il y a tellement de choses à faire sur tous les sujets, que ce soit l'alimentation, c'est sûr, il y a un gros chantier. Le plastique, il y a le plastique, les déchets, les emballages, il y a plein de trucs à faire. L'eau, le stress hydrique, je pense que c'est un sujet qui monte aussi. La capture du carbone, du CO2, l'énergie. Enfin, il y a un champ des possibles qui est énorme, mais il y a plein de jobs à créer. Et il y a une demande d'expertise dans les grands groupes sur les sujets. RSE, impact, green social qui fait qu'à mon avis, ils se trompent pas. Il y aura beaucoup de jobs et beaucoup de les emplois du futur. En revanche, là où je suis plus mitigé, je les pousserai pas forcément tous à créer des boîtes. L'entrepreneuriat n'est pas la seule façon de faire du changement. Je trouve qu'il y a des choses qui sont moins valorisées mais qui sont hyper puissantes, qui sont les changemakers de l'intérieur, quoi, des gens qui restent dans des grosses boîtes et qui les font changer de l'intérieur, une sorte de petits réseaux de pâquerettes là, qui poussent du sol dans les gros groupes du CAC 40. Je trouve que parfois tu as plus d'impact quand tu fais changer, pivoter une grosse boîte de l'intérieur. Je sais pas, tu changes un packaging chez un L'Oréal, chez un Nestlé, chez un Coca, tu changes une recette à scale fois 10 milliards de bouteilles vendues. T'as plus d'impact que chez un Phoenix qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires, tu vois. Donc je trouve que faut pas négliger cette voie d'intégrer les groupes traditionnels et d'essayer de les faire pivoter, ou même d'aller dans des trucs encore plus engagés, plus militants, type des assos. Il y a plusieurs formes d'engagement, quoi. Ça c'est intéressant justement parce que certains oscillent un peu entre se dire est-ce qu'il vaut mieux agir de l'intérieur dans une société et finalement essayer de transformer l'intérieur, ou finalement on est dans une situation où il faut plus aller sur de l'activisme pur et dur et on a un impact plus fort. Comment tu vois les choses toi par rapport à ça? Moi j'ai choisi une voie qui est claire, mais plutôt la voie de la réforme. Avec un modèle qui reste quand même un modèle. Enfin, on a beau dire ce qu'on veut de Phoenix, je suis assez lucide sur le fait qu'on reste un modèle qui est quand même relativement traditionnel. On a un modèle économique, on facture, on a fait rentrer des investisseurs, on a fait des levées de fonds, donc ça reste un modèle capitaliste. On n'est pas des altermondialistes. Mais par contre, on a une ADN et on a des messages qui sont clairs et on a des actions qui sont en accord avec nos valeurs. Donc moi j'ai plutôt choisi la voie de la réforme, mais de par l'univers dans lequel je grenouille, chez Phoenix, ailleurs, au mouvement Impact France, je rencontre beaucoup d'activistes et de militants et qui ont aussi un rôle à jouer, qu'ils font très bien. Et moi je préfère être constructif que faire partie des gens qui font un peu les cymbales, qui tapent très fort sur les politiques, qui tapent très fort sur les marques. Mais il faut les deux. Et moi je trouvais que j'étais plus à l'aise et moins travesti dans un rôle de montrer qu'il y avait un autre modèle, de construire le truc et de faire une preuve par l'exemple. Et de créer de l'emploi et de créer du business. Mais est-ce qu'on peut faire... Est-ce qu'il est possible d'ailleurs de faire les deux et de ne pas se perdre entre activisme et puis son travail au quotidien d'une certaine manière. Si t'es trop... Je pense que si t'es un activiste trop identifié, trop marqué, je pense que t'es assez vite blacklisté dans certains cercles économiques, quoi. T'as tort ou à raison d'ailleurs, mais je pense pas que toutes les boîtes soient OK pour bosser avec des gens... qui viennent pourrir leurs AG et mettre du donc voilà, moi j'ai choisi une posture. Après c'est pas la seule, mais pour le coup je pense qu'elle a marché, en tout cas elle a eu un peu d'impact. Ok. Et peut-être pour terminer sur Phoenix en tant que tel, c'est quoi vos rêves, vos ambitions là, sur les prochaines années? Alors Phoenix a déjà 9 ans, donc c'est déjà un beau cycle. Nous on a fait comme beaucoup de startups, on a un peu troqué l'hypercroissance pour la rentabilité, donc déjà ça s'est fait sur l'année écoulée. On a fait atterrir le modèle et on a maintenant une boîte qui est en croissance rentable, croissance soutenable, quoi, sustainable growth. Donc on arrive à mieux ménager la chèvre et le chou entre le chiffre d'affaires et la rentabilité. Et donc ça c'est important pour moi que Phoenix puisse reprendre son indépendance, être rentable, dégager des marges de manœuvre pour être indépendant d'apport de fonds extérieurs, de levée de fonds futurs. Donc nous, il y aura je me permets d'interrompre là-dessus. Qu'est-ce qui a fait ce changement déjà comment dire, deux choses, je pense. Le fait qu'on y allait assez fort en 2021-2022, dans l'euphorie de la French Tech et de la Startup Nation, on a ouvert des pays, on a lancé l'application mobile, on a lancé
pas mal de services, de produits, on a investi pas mal, et donc on a mis le poids dans la pente, quoi, comme on dit, et on s'est fait peur. Donc là, on a appris de ça. Donc maintenant, on y va plus step by step. Ouais. Et puis deuxièmement, le monde a changé, l'univers a changé. Je pense que Phoenix est plus à l'aise dans cette trajectoire-là que dans un truc d'hypercroissance à tout va, où on grossit coûte que coûte. Et on va chercher juste des parts de marché, de la conquête, sans regarder si le modèle est soutenable, et on le dope à des levées de fonds extérieures. Donc voilà, moi c'est ça qui m'a fait avancer sur ce truc-là. Donc c'était important que Phoenix soit indépendant, puisse reprendre son destin en main, et ça c'est fait. Maintenant l'étape d'après, c'est transformer l'essai à l'international. Pour l'instant, 90% du chiffre d'affaires de Phoenix, il est en France. 10% restant, c'est l'Espagne et le Portugal, qui grossissent bien, mais c'est encore trop petit à mon goût. Et ça y est, c'est marché monte en maturité, donc sur l'année qui vient, on veut transformer l'essai pour de bon et faire en sorte que l'Espagne et le Portugal puissent aussi sauver des millions de repas chaque année et poser quelques millions d'euros de chiffre d'affaires dans le bilan de Phoenix. Ça, c'est le premier truc. La deuxième chose, c'est la diversification sectorielle au sein de l'alimentaire, mais remonter un peu la chaîne de valeur. Oui. On a fait beaucoup de grandes distributions, on a beaucoup parlé de ça, mais il y a du gaspillage aussi plus haut entre le champ et l'assiette, donc notamment chez les industriels. Et on a fait rentrer Danone au capital il y a 2 ans pour cette raison-là aussi. D'accord. Okay. Essayer de voir ce qu'on peut faire en gaspillage, en sortie d'usine, sur les sites de production, les sites logistiques, dans le transport, avant que ça arrive en point de vente, quoi. Donc ça, il y a des choses à faire, c'est des cas d'usage un peu différents, mais sur lesquels on avance bien. Peut-être qu'à horizon 1 ou 2 ans, on commencera à diversifier sur le non-alimentaire. Pour l'instant, on fait déjà un peu de non-food, plutôt de ce qu'on appelle du near food. On fait des produits comme des plantes, des fleurs, sur lesquels en fait il y a une forme de péremption. C'est comme finalement les rayons de chez Truffaut, c'est quasiment comme un grand distributeur. Il y a des produits il y a des plantes qui sont en fin de parcours. Et donc on fait la même chose qu'avec l'alimentaire. On les revend à prix cassé pour des gens qui ne pourraient pas payer des bouquets de fleurs à 45 € chez Monceau Fleurs. Et donc des étudiants ou des gens plutôt en quête de pouvoir d'achat. Et ce qui n'est pas vendu sur la Phoenix dans des paniers anti-gaspi de fleurs périmées, c'est donné à des assos, des maisons de retraite, des EHPAD ou des enfants dans les hôpitaux. Et donc on se dit autant que les plantes elles aient 2, 3, 4, 5, 6 semaines de seconde vie que de partir directement en déchets verts, en incinération. Donc voilà, on a déjà un peu diversifié au-delà de l'alimentaire. On se pose la question de passer le cap, de dire est-ce qu'on fait aussi un jour du textile et du gaspillage dans la fast fashion, les Zara, les H&M, les Shine, les Shein, Inditex. Ou est-ce qu'on en reste sur l'alimentaire pour avoir une marque qui est plus claire Et voilà, ou peut-être un jour les médicaments. Enfin, en tout cas, le gaspillage n'a pas trop de limites. Donc il faut que nous, on apprenne à dire non et à rester... déjà, quand on fait du B2C, du B2B, de l'alimentaire, un peu de non-alimentaire, il faut aussi savoir parfois apprendre à renoncer, quoi. Ce qui est dur quand tu es dans un secteur en friche où il y a tout à construire. Oui, parce qu'on doit avoir envie à un moment d'accélérer aussi. Il y a plein d'opportunités. Mais pour donner un autre conseil aux auditeurs, je pense que le focus, ça a quand même une grosse valeur. Focus, c'est-à-dire choisir un secteur, un segment, un produit hyper clair, hyper simple. Avant d'aller diversifier. Avant de diversifier, effectivement. L'excellence opérationnelle sur un truc, c'est quand même ça marche. Ça a une vertu, Super plus conseil. Que la diversification en tout cas. Super conseil, parce que malheureusement on arrive vers la fin, on apprécie tellement cet échange avec toi que c'est passé tellement vite. Si tu dois résumer ton parcours et ton aventure humaine avec Phoenix en quelques mots, en une phrase, tu dirais quoi? Que c'est l'histoire d'une quête de sens qui a été pas simple mais plutôt réussie dans l'ensemble et hyper intense, hyper enrichissante. Et ce qui est sûr, c'est que j'ai zéro regret sur mes choix de carrière, quoi. Zéro regret d'avoir quitté l'univers que j'ai quitté, le confort que j'ai quitté, et pas de regret d'avoir choisi ce combat-là à ce moment-là et d'avoir mis l'énergie et l'intensité que j'ai mise depuis 10 ans. Parce que je pense que j'aurais du mal à trouver un projet qui coche autant de cases. Ce qui me fait tenir chez Phoenix dans la durée. Parce que tenir dans la durée sur un projet entrepreneurial, tenir sur une séquence de 10, 12, 15 ans, c'est pas simple. Quand tous les jours, tu as le même truc pendant... Mais ce qui me fait tenir, c'est que le côté social, environnemental, le pilier économique, l'auto avec de la tech et du digital en transverse, c'est quand même un projet qui est assez complet. Donc ça sera dur de retrouver sur une prochaine aventure entrepreneuriale. Ça sera dur de retrouver un truc aussi complet et aussi vertueux.
Super intéressant. Ça sera l'occasion de se revoir. Exactement. Est-ce qu'il y avait une question que tu aurais bien aimé qu'on te pose, qu'on n'aurait pas posée? Il faut que j'en trouve une, sinon j'ai passé pour une merguez. La question c'est peut-être quel regret j'ai. Oui. Quel regret j'ai enfin en tout cas un conseil, une erreur que je peux partager, oui. C'est à refaire, je le referai pas. On est parti trop vite à l'international et on est parti trop vite sur trop de pays, un peu par volonté justement d'aller très vite et de grossir vite. Mais la France c'est un gros marché, 65, 68, 69 millions de consommateurs. Et donc je trouve que l'international c'est bien quand tu es dans un petit pays type Belgique, Suisse, et que par construction t'as pas d'autre choix que d'aller voir ailleurs. Mais quand tu as un marché domestique comme la France qui est costaud, qui est significatif, il faut déjà bien penser le marché français. Il y a des choses à faire avant d'aller attaquer, d'avoir des étoiles dans les yeux, à vouloir ouvrir Phoenix en Italie, en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, parce que l'international c'est quand même très compliqué, quoi. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il y a beaucoup de startups qui ont laissé les plumes. Donc mon conseil c'est pareil, c'est un peu du focus, mais focus France, focus géographie, et on s'échauffe sur des petits pays autour. Et quand on est prêt et qu'on a essuyé des plâtres, on peut partir en conquête. Mais donc on stabilise bien un marché avant d'aller regarder ailleurs. Et la France, il y a vraiment de quoi faire. Conseil à retenir. Conseil à retenir, effectivement, et je pense que beaucoup d'auditrices et d'auditeurs seraient ravis de l'accueillir. Un mot de fin, peut-être? Intéressant. Non, mais le chiffre qu'on n'a pas donné et qui peut conclure ce podcast, c'est quand même que ma plus grande fierté, au-delà de l'équipe et la culture qu'on a créée, c'est le chiffre d'impact. C'est qu'on a sauvé maintenant, on peut le dire depuis 9 ans, 400 millions de repas en cumulé. Donc parfois on a du mal à réaliser ce que c'est. Et là on est sur un rythme où depuis le début de l'année on sauve plus de 200 000 repas chaque jour. Donc ça veut dire qu'il y a 200 000 personnes qui mangent chaque jour des produits qui ont transité par la plateforme Phoenix. Et c'est quand même, c'est pas rien, quoi. Ouais. Donc ça vaut tous les bonus du monde et toutes les augmentations du monde, et on va continuer. C'est pas que le début, mais il y a encore la place pour aller chercher la barre du milliard de repas sauvés d'ici 3-4 ans. Donc on va aller la chercher. Et ça fait une excellente bonne raison de se lever tous les matins. Voilà, exactement. Que de savoir qu'on nourrit plus de 200 000 personnes par jour. C'est effectivement une belle raison d'être. Ouais, c'est trop bien. Et puis donc on est très content de ça, très fiers. Du coup, on va rester sur ce mot de fin, sur cette belle réalisation de Phoenix. On est vraiment contente de te recevoir. C'était un échange passionnant. Je suis sûre beaucoup d'auditrices et d'auditeurs qui cherchent du sens et comment faire les premiers pas vers ce sens trouveront intéressant et pertinent. Il y a plein de choses à prendre. Merci beaucoup. En route vers le million d'écoutes alors. Et puis merci à vous d'être venus jusqu'ici. Merci Jean, et merci Phoenix. Continuation. Au revoir à tous. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode de Flexitérien. Nous avons eu le privilège de discuter avec Jean Moreau, qui a su très vite donner un tournant radical à sa vie professionnelle et se réaligner avec ses valeurs. Depuis ses premiers défis jusqu'à son changement de vie professionnelle, le parcours de Jean illustre parfaitement le potentiel de transformation qui existe en chacun de nous, à partir du moment où nous en prenons l'initiative. En attendant le prochain épisode, restez curieux, restez engagés et rappelez-vous que chacun de nous a le pouvoir de s'élever et de faire la différence. N'hésitez pas à vous abonner à la page de Flexitérien. Vous pouvez aussi commenter et partager cet épisode. Enfin, pour nous aider, mettez 5 étoiles et laissez un commentaire sur Apple Podcast. À bientôt.